Les Vases d'Ussé, tome 6, le fils d'Éléonore. Suite. Jeudi 1er janvier 2032. Après leur retour de voyage de noces, les stages s'étaient succédé pour Helena. Elle avait fini sa première année avec 8 semaines au bloc de chirurgie urodigestive. Une fois cette première année validée haut la main, elle avait enchaîné avec un stage de 4 semaines au bloc de neurochirurgie, suivi d'une semaine de travail personnel guidé, de 2 semaines de cours, puis 2 semaines en SSPI pour son stage douleur, avant d'être en vacances pour la période des fêtes de fin d'année. Alex, lui, avait terminé à la fin d'octobre son dernier semestre comme docteur junior au SMUR et avait réussi à obtenir un poste de chef de clinique aux urgences. Ils étaient montés quelques jours en Normandie pour fêter Noël en famille et étaient revenus à Grenoble le 26 décembre, Alex étant de garde le week-end. Les cousins, eux, avaient pris possession du chalet et profité des joies du ski. Helena et Alex les avaient rejoints sur les repos du nouveau chef de clinique. La jeune femme était restée avec les cousins et les amis, car Ben et Alex étaient de garde de nuit pour le réveillon du jour de l'an, certainement la pire garde de l'année. Ben était en 3e semestre aux soins intensifs de cardiologie et assurait sa garde aux urgences. Le jour de l'an, avec les excès gastronomiques des 2 fêtes successives, allait certainement, comme chaque année, se solder par un nombre important d'OAP, d'accidents de la route, de chutes et de coma éthylique et autres problèmes qui venaient généralement s'ajouter aux maladies hivernales. Tous deux avaient rejoint le groupe après leur garde. Ils étaient arrivés un peu avant 10h30 le 1er janvier, mais étaient allés se coucher directement, épuisés par une nuit agitée, tant au SAU pour Ben qu'au SMUR pour Alex. Ils avaient juste pris le temps d'embrasser leurs compagnes respectives pour la nouvelle année avant de sombrer dans les bras de Morphée. Pendant qu'ils dormaient tous les deux, les autres étaient partis skier. Dans le groupe des skieurs figuraient Léo, Gauthier et Théo, qui avaient travaillé au moment de Noël. S'y étaient ajoutés Luca Mazzella et Andrea Agnello. Ces 2 derniers étaient venus pour retrouver leurs compagnes et s'initiaient au ski avec elles. Léo et Cécile étaient aussi restés avec les Italiens, la danseuse restant toujours prudente dans la pratique de ce sport hivernal qu'elle appréciait, mais risqué pour ses articulations et donc pour sa carrière. Sur les pistes, Helena avait eu la surprise d'avoir un appel de Jordan Wharton. Il était à l'aéroport de Lyon et annonçait sa venue. La jeune femme lui donna l'adresse du chalet et lui donna rendez-vous à 17h. À cette période, tout le monde se retrouvait au chalet pour le dîner et les soirées, même si certains retournaient dormir dans les appartements tout proches. C'était le cas de Lisa et d'Enzo, avec Francesco, qui occupaient leur appartement, et des 2 couples, Luca Ariana et Andrea Ayla, qui occupaient un des 2 appartements que possédait Alex dans la station et voisin de celui de Lisa. Tous les autres étaient hébergés au chalet. Alex et Ben avaient émergé peu avant le retour des skieurs. Helena annonça à son mari l'arrivée imminente de Jordan, qu'un taxi déposa devant le chalet à 17h pétantes. Le jeune Américain ne s'attendait pas à voir autant de monde. Il resta un moment interdit avec sa valise à la main. Alex le débarrassa et commença à faire les présentations, en commençant par sa sœur, son beau-frère et son neveu. Jordan resta un moment bouche bée devant la danseuse étoile Lisa Vases d'Ussé, mondialement connue. Mais il y avait pléthore de jolies filles dans ce groupe, malheureusement toutes prises, à part Karen, la jeune fille au père qui s'occupait de Francesco. Il les avait tous vus en photo sur les clichés pris par son grand-père lors du mariage de Lisa et Enzo, puis celui d'Alex et Helena. « Il manque encore une de mes cousines, dit le chef de clinique. Nina, la sœur d'Adam, arrivera demain matin. Elle est première danseuse à l'Opéra de Paris et avait encore une représentation aujourd'hui. »« Encore une danseuse ?» dit Jordan. « Eh oui, il y en a 4 en tout, répondit Alex. « 4 ? J'en compte 3. Lisa, Cécile et Nina. Et Helena, qui elle aussi a remporté des prix régionaux, nationaux et internationaux, précisa le médecin. En attendant, nous allons t'installer. Le chalet étant complet, tu as le choix entre une chambre chez Lisa ou une chambre dans l'appartement qu'occupent Luca et Andrea avec mes cousines. Tu as de la chance, il en reste 2 de libres. Peu importe, je vais laisser Lisa et Enzo en famille, je vais prendre la chambre de l'autre appartement. Eh bien, suis-moi, je t'emmène, comme ça tu pourras prendre une douche et mettre une tenue plus adaptée à la montagne. Tu as ce qu'il faut au moins, sinon je te dépanne. Pour ce soir, ça ira. En revanche, pour skier, j'aurai besoin.
De toute façon, nous allons nous occuper du matériel en revenant de l'appartement. » Elena et Alex accompagnèrent leur invité jusqu'à l'appartement. Pendant que Jordan prenait sa douche, Alex raconta à son épouse sa nuit agitée avec le SMUR, non sans échanger quelques baisers et caresses. Lorsque leur ami fut prêt, ils se rendirent au magasin de location pour l'équiper. « Salut Kevin » dirent en chœur Alex et Elena. « Hello les amoureux, vous m'amenez un nouveau client ? Décidément, avec vous, pas le temps de chômer. Je te présente Jordan, un ami américain. Tu me l'équipes, s'il te plaît ? » « Ok, enchanté Jordan » dit Kevin en lui tendant la main et dans un anglais très britannique. « Commençons par les chaussures. Quelle est ta pointure ? » « 11, répondit le photographe américain. « Ok, 45 pour nous. » Il alla chercher une paire de chaussures et les fit essayer à son client. Il avait manifestement le compas dans l'œil, puisque les chaussures allaient au jeune homme à la perfection. Restaient les skis. « Quel est ton niveau de ski et ton poids ? » « Je me débrouille. Et 189 livres et demi. »« 85 kilos, fit le skiman après un rapide calcul. Kevin sélectionna une paire de skis et régla les fixations avant d'emmener l'Américain pour choisir des bâtons correspondant à sa taille. Et voilà, équipement complet. J'imagine que pour le casque et le masque ou les lunettes, tu as ce qu'il faut, Alex ? Oui, j'ai tout ça. Merci, Kevin. Tu mettras ça sur ma fiche ? Comme d'hab, Alex. Le trio rentra au chalet avec le matériel qu'Alex rangea dans le local à ski. Le médecin y ajouta un masque, un casque et des gants avant d'entraîner Jordan au rez-de-chaussée pour lui faire essayer une tenue de ski. Elena les laissa tous les deux et rejoignit le reste de la troupe. Pour une fois, Elena et Alex n'étaient pas préposés à la préparation des repas. Les cousins, en réalité les cousines, avec Estelle et Émilie, avaient tout géré avec le traiteur. Elles s'occupèrent aussi de l'apéritif et servirent à chacun ce qu'il souhaitait et mirent à disposition les amuse-gueules. Jordan avait comme promis fait parvenir les photos qu'il avait prises à Venise au couple, qui les avait étudiées avant de donner son avis. Là, il leur amenait les photos qu'il pensait utiliser. Alex annonça donc au groupe une séance photo et prépara l'écran, le portable et le vidéoprojecteur. Les cousins et les amis eurent la surprise de voir le couple pendant son voyage de noces à Venise. C'est à ce moment qu'Alex révéla que Jordan était en fait le petit-fils de Wilson et photographe lui-même, et qu'il les avait mitraillés à leur insu comme son grand-père l'avait fait avant lui avec Éléonore et François. Les discussions allèrent bon train et continuèrent pendant le repas. Lisa avait remarqué que son frère et Elena portaient tous les deux une seconde alliance. Et ces alliances, elle les connaissait bien. Elle trouva un moment où ils étaient seuls dans la cuisine pour leur poser la question qui lui brûlait les lèvres. Pourquoi ? La dernière semaine de notre voyage de noces, nous l'avons passée à Skopelos, dit Alex. Mais ça n'explique pas que vous portiez tous les deux une seconde alliance, objecta Lisa. Je les avais sur moi lorsque nous sommes allés à la chapelle d'Agios Ioannis, parce que je voulais renouveler mes vœux avec Elena. Elle l'ignorait totalement. Là-bas, le prêtre qui avait béni nos parents en 2002 était encore là, et il a tout de suite vu ma ressemblance avec papa dont il se souvenait très bien. C'est moi qui lui ai expliqué pourquoi il ne l'avait plus revu après 2019. C'est le pope lui-même qui a proposé de nous bénir. Très émue, Lisa les prit tous les deux dans ses bras. Seules Émilie et Estelle devinèrent de quoi parlait le trio. Estelle connaissait l'histoire de l'enlèvement par ses parents. Émilie avait été mise dans la confidence par Elena. Les amoureux furent ensuite sollicités pour chanter. Ils se plièrent à la demande et chantèrent « Stuck with You » en duo pendant qu'Elena s'accompagnait de sa guitare. Jordan Wharton était éberlué par le couple qui poursuivit avec Jérusalema avec l'accompagnement d'une deuxième guitare, celle d'Adam, et d'une boîte à rythme. Puis le photographe vit Alex se mettre au piano pour accompagner sa femme sur Easy on Me. Elena reprit sa guitare pour chanter Bad Habits avec son amie Emily. À la fin du titre d'Ed Sheeran, Alex prit sa guitare à son tour pour chanter en duo avec Elena Cold Heart sur la version d'Elton John avec Dua Lipa. Avant que la jeune femme ne chante seule As It Was et Flowers, sous le regard amoureux de son mari. Eux seuls savaient que ces chansons étaient les premières qu'Elena avait chantées devant lui lorsqu'ils s'étaient connus. Karen, la jeune fille au père, était ravie de voir un de ses compatriotes. Mais alors que Jordan était originaire de Philadelphie et vivait à New York, elle était de la Nouvelle-Orléans. Ils discutèrent un long moment de son rôle de jeune fille au père chez les Lombardi.
Elle était ravie d'être arrivée dans une telle famille dont elle faisait partie depuis qu'elle était arrivée en France pour s'occuper de Francesco. C'était la seconde jeune fille au père que le couple employait. Les contrats durant généralement 1 an et au maximum 2 ans. La précédente, une Britannique, était restée 1 an. Karen avait prolongé son contrat et finirait au début de l'été 2032. Elle connaissait donc bien tout l'entourage de Lisa et Enzo. Et en plus du français, elle avait aussi appris un peu d'italien. Elle participait, comme les cousins et amis, aux soirées musicales. Alex et Ben, qui n'avaient pas pu fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre avec la famille et les amis, avaient bien l'intention de prolonger un peu la soirée. La fête continua donc en musique, mais sans les musiciens qui furent remplacés par les playlists des uns et des autres. Toute cette jeunesse s'en donna à cœur joie, notamment sur les danses latines et caribéennes. Lisa et Enzo s'éclipsèrent un peu après minuit en emmenant Francesco et en disant à Karen qu'elle pouvait continuer la soirée autant qu'elle le souhaitait. Alex et Elena terminèrent par un zouk love très collé serré. Heureusement, les lumières étaient très tamisées et ils disparurent progressivement du champ de vision des autres danseurs en reculant discrètement vers leur suite. Pas assez cependant pour ne pas être remarqués par Émilie et Adam. Et si leur absence n'avait pas été repérée par la plupart, leurs gémissements furent perçus par ceux qui dansaient à proximité de la porte de leur chambre. Vendredi 2 janvier 2032. Il était un peu plus de 10 heures lorsque Nina débarqua dans le chalet. Son avion avait atterri à Lyon-Saint-Exupéry et elle n'avait eu qu'à récupérer sa voiture de location. Le groupe n'était pas encore prêt à dévaler les pistes, certains manquaient à l'appel. Nina fit le tour de tous ses cousins et cousines et des amis qu'elle connaissait depuis qu'elle était gamine. Elle était surtout contente de retrouver son grand frère, qui avait décidé de rester à Chambéry, d'abord pour Émilie, et aussi parce qu'il avait un poste dans le cabinet d'avocat où il avait fait son stage. La ballerine eut aussi le temps de prendre un petit déjeuner et de se mettre en tenue de ski. Les retardataires, Luca, Andrea, Ariana et Ayla, arrivèrent enfin. Ils étaient suivis de Jordan. Alex présenta le photographe à Nina. « Nina, je te présente Jordan Wharton, le petit-fils d'Alan Wilson, et photographe lui aussi. » La jeune femme tendit la main au jeune homme, un peu intimidée par cette rousse flamboyante, première danseuse à l'Opéra de Paris. Elle avait plongé ses yeux bleus dans ceux tout aussi bleus de l'Américain. Il eut l'impression qu'elle sondait son esprit et eut un frisson quand sa main toucha la sienne. « Enchantée, Jordan. C'est la première fois que tu viens en France ? » ?»« Non, je suis déjà venue, mais surtout à Paris. Mais la première fois dans les Alpes françaises. »« Tu as déjà skié, je présume ? » ?»« Oui, j'avais l'habitude d'aller skier à Bear Creek, une station à 1h30 de Philadelphie où vivaient mes parents, ou à Camelback à 2 heures de route. C'est là que j'ai appris à skier étant gamin. Mais ce sont des petites stations par rapport à celles que vous avez ici. Et surtout, rien à voir avec Aspen, qui est la plus connue aux USA. Eh bien, nous allons voir sur les pistes. Mais moi, je vais y aller mollo, car si j'ai un peu de vacances, ensuite je retourne en répétition pour un nouveau ballet. Je pense que moi aussi, je vais y aller doucement. Il y a un moment que je n'ai pas skié. Alors, tu n'auras qu'à me suivre. Tout le groupe partit à la queue leu-leu. Tous ceux qui avaient leur matériel dans le local du chalet le récupérèrent. Ce fut un joyeux embouteillage. Finalement, les skieurs s'égaillèrent selon leur niveau. Alex et Elena restèrent avec Jordan et Nina. Ils n'allaient pas laisser leur invité en plan. Le quatuor prit uniquement des pistes bleues pour commencer, afin que le photographe se remette en jambes. Il était convenu que tout le monde se retrouve à la banquise, comme d'habitude. Alex et Elena profitèrent du télésiège pour s'enlacer et s'embrasser quand ils virent que Jordan et Nina discutaient entre eux. Ils semblaient très bien s'entendre, se racontant des anecdotes relatives à leurs professions respectives. Le jeune photographe semblait complètement sous le charme de la ballerine et réciproquement. Lorsque tout le monde se retrouva pour déjeuner au restaurant d'altitude, ils parlaient toujours. Adam remarqua aussi le rapprochement rapide entre sa sœur et Jordan Wharton. Finalement, Jordan put suivre le reste du groupe sans problème avec Nina. Alex et Elena purent alors emprunter tous les deux des pistes un peu plus dures. Tout le monde se retrouva en terrasse pour prendre un verre avant de rentrer soit au chalet, soit à leur appartement pour prendre une bonne douche et se changer. Il n'y avait plus de place au chalet, donc Nina, tout naturellement, décida d'élire domicile à l'appartement avec ses cousines Ariana et Ayla, où logeait également Jordan. Alex et Elena se firent un clin d'œil entendu quand ils virent le jeune Américain porter la valise que Nina avait laissée dans sa voiture de location.
Tout le monde se retrouva pour le dîner au chalet et aller en discothèque ensuite. Le lendemain, Jordan avait pris son appareil photo et avait parcouru les pistes avec Nina pour mitrailler ses nouveaux modèles, Alex et Elena, mais aussi prendre un certain nombre de clichés de Nina. Certains membres du groupe repartaient le samedi après-midi, comme Léo et Cécile, qui repartaient vers l'Écosse, ou Lisa et Enzo avec Francesco et leur jeune fille au père vers Mont-Saint-Aignan. D'autres partaient le dimanche matin, comme Luca et Andrea vers Naples, ou Gauthier et Théo avec leurs compagnes vers Rouen. Alex, Elena, Ben et Stéphania quittèrent la station le dimanche après-midi pour Grenoble, laissant le chalet à Adam, Émilie, Nina et Jordan. Si le cousin d'Alex et la meilleure amie d'Elena reprenaient le travail le mardi, Nina, elle, resta au chalet encore une semaine, et pas seule. Jordan profita de la voiture de location de la ballerine pour rejoindre l'aéroport de Lyon et comme par hasard prit le même vol qu'elle pour Paris. Dimanche 28 mars 2032. Les jeunes mariés avaient repris le chemin du CHU de Grenoble. Elena avait effectué ses 2 derniers stages de semestre 3 au bloc obstétrique et dans celui de chirurgie cardiaque et avait brillamment validé le semestre à l'issue des évaluations théoriques. Au début de la dernière semaine du stage d'Elena au bloc de chirurgie cardiaque, Alex, qui s'était inscrit au DIUMUM, était allé en stage dans les Pyrénées-Orientales, la dernière semaine de mars. Comme depuis de nombreuses années, toute l'équipe d'élèves médecins de secours en montagne avait été reçue chez Fred dans son gîte de Torre del Far, en plein cœur de Tavel. Mais le thème du stage n'était ni la préhistoire, dans cette région riche de sites de cette période, ni la gastronomie catalane, mais plutôt la roche calcaire. Ils étaient une quarantaine de participants pour cette première semaine de formation, dont les objectifs étaient ambitieux. Apprendre les fondamentaux de l'escalade et du secours en paroi. Dans cette assemblée, à moitié réveillée, il y avait une certaine homogénéité vestimentaire entre doudounes bariolées et t-shirts floqués, et certaines marques de bronzage trahissaient une saison hivernale bien remplie pour certains. À grand renfort de café en gobelet de carton, les vapeurs matinales s'étaient dissipées et chacun s'était présenté. Dans tous les regards brillait le même mélange de curiosité, d'excitation et d'impatience à rentrer dans le vif du sujet. Les compétences à acquérir étaient à la fois techniques, comme la progression, la sécurité en paroi, l'orientation, l'utilisation du matériel de secours et médicales, avec notamment la maîtrise et l'adaptation des pratiques d'urgence en milieu vertical. C'était une joie pour Alex de se former dans un cadre magnifique avec des professionnels du terrain expérimentés et de rencontrer des collègues partageant la même passion et désireux de pratiquer leur métier d'urgentiste en montagne. Le seul bémol était d'être séparé d'Elena toute une semaine. L'encadrement et la formation étaient assurés par des professionnels du secours en montagne, CRS et gendarmes guides de haute montagne, et plusieurs médecins ayant une activité dans une équipe de secours. Et le bruit des rotors allait aussi ponctuer régulièrement les exercices sur le terrain, rappelant le rôle indispensable des pilotes et des mécaniciens. Tout au long de la semaine, les différents groupes participaient à des ateliers pratiques et des simulations de secours. Chaque groupe avait évolué sur différentes voies, avec des cas de plus en plus compliqués, tant au niveau médical, comme par exemple des évacuations sur perche en zone d'éboulis ou d'hyménoptères, qu'au niveau technique, avec la montée sur corde, le rappel, etc. Les matinées étaient essentiellement consacrées aux cours théoriques médicaux sur l'analgésie et les drogues d'urgence, et aux ateliers pratiques sur mannequin, avec notamment l'intubation et la pose de voies veineuses périphériques en milieu naturel et difficile. Quant aux après-midi, ils étaient dédiés à la simulation de secours en terrain difficile. Les scénarios étaient de difficultés croissantes, tant sur le plan technique que médical. Au cours des différentes simulations, chaque participant devait jouer à tour de rôle le chef secouriste, le secouriste et le médecin. L'enseignement était complet, allant de la maîtrise du matériel de conditionnement de la victime à l'adaptation du secours et de la pratique médicale aux terrains verticaux, en passant par la maîtrise de la communication ou la sécurisation du site pour l'équipe et pour la victime. Au fil des jours, des scénarios et des éclats de rire, des liens de confiance et de camaraderie s'étaient créés entre étudiants, guides et enseignants. La journée du jeudi avait été marquée par une course d'orientation par équipe autour du village abandonné de Pelios. En marche rapide pour certains, en course à pied pour les autres, les participants réalisaient un parcours d'une dizaine de kilomètres au roadbook et à l'azimut, entre des sentiers rocailleux et la garrigue escarpée.
Les points de passage correspondaient à des ateliers, permettant de mettre en pratique les différents enseignements de la semaine. Escalade, descente en rappel, remontée sur corde, défis médicaux et secourisme. À l'ombre des crêtes calcaires, l'encadrement observait, encourageait, corrigeait, taquinait parfois, soutenait toujours. La semaine s'était clôturée par une demi-journée d'évaluation, s'assurant avant tout de la capacité de progression sur corde en sécurité. Elle avait été faite de belles rencontres et de riches enseignements, et Alex avait hâte d'être au mois de juin en pays ariégeois. Mais la séparation avait été difficile pour lui et Elena, et les retrouvailles avaient été très intenses. Ils en avaient d'autant profité que le retour d'Alex correspondait à un week-end prolongé. Si les amoureux avaient passé tout leur samedi au lit à rattraper le temps perdu, le dimanche de Pâques, ils étaient partis faire un trail entre la Bastille et le Mont-Rachet. Elena tenait à partager les activités sportives de l'homme de sa vie, et elle le suivait dès qu'elle en avait l'opportunité. C'était l'occasion d'être avec lui et de profiter d'un magnifique point de vue. Partis de chez eux en plein centre-ville, ils étaient montés jusqu'au fort militaire par le sentier ouest, traversant le magnifique jardin des Dauphins, un joli labyrinthe de sentiers qui s'entrecroisaient dans une végétation luxuriante, dont ils étaient sortis par un escalier-tunnel. En quelques lacets de plus en plus serrés, ils avaient atteint la base du fort. Après une longue succession d'escaliers et un peu plus de 250 mètres de dénivelé positif, sillonnant entre espaces verts et fortifications, ils étaient déjà en montagne. Pour fuir la foule, ils étaient sortis par le pont-levis vers le nord et avaient rejoint le pied du mont Jala. Plutôt que de monter par les lacets de la piste de droite, ils avaient préféré suivre le petit sentier à droite des grottes de Mandrin qui cheminaient par de belles prairies verdoyantes et qui contournaient la falaise. Au sommet du Jala, ils avaient fait une halte pour contempler le panorama sur Grenoble, la vallée de l'Isère et le Vercors depuis les ruines, loin du mémorial des troupes de montagne. Alex avait prolongé leur pause en entraînant sa femme vers les énormes blocs de rochers pour mieux l'embrasser et la caresser. Elle n'avait opposé aucune résistance, bien au contraire. Ni l'un ni l'autre n'avait pu résister et étaient allés bien au-delà des caresses, sans que quiconque vienne les interrompre. Ils avaient ensuite poursuivi vers le nord par un large sentier qui parcourait d'abord un replat boisé en direction du mont Rachet, avant de monter à travers la forêt et de devenir plus raide en allant vers l'est et enfin se transformer en piste. Les amoureux avaient quitté cette piste pour un petit sentier qui les avait ramenés à la crête sud du Rachet, d'où ils étaient repartis vers le nord afin d'atteindre le sommet, un petit rognon rocheux noyé dans les arbres. L'endroit n'offrait aucune vue intéressante. En revanche, ils pouvaient s'y câliner à leur aise avant d'aller rechercher le panorama en rebroussant chemin sur la crête et en prenant une petite trace qui débouchait sur une petite clairière parsemée de quelques rochers sur une épaule de la crête. De là, ils avaient une vue magnifique sur le haut Grésivaudan et la chaîne de Beldon. Ils en profitèrent pour avaler un encas. Plutôt que de redescendre par le même itinéraire, ils avaient repris la trace qui longeait la crête. Le chemin se faufilait dans une hêtraie, avec parfois de petits couloirs raides entre des ressauts rocheux, avant de rejoindre plus bas un autre sentier. Cet itinéraire non fléché menait jusqu'à un grand bâtiment qu'ils avaient contourné pour rejoindre une piste menant au lieu-dit la Bergerie, puis au bec aigu. Le couple avait quitté la piste au panneau indiquant la tronche mairie, pour ensuite suivre le sentier qui descendait en lacet jusqu'au carrefour du bec de Corbeau. De là, un raidillon les mena aux premières maisons sur le chemin de Noyaret qu'ils empruntèrent jusqu'au chemin de la Vierge Noire, puis celui du Coteau. Après presque 500 mètres sur ce dernier, ils avaient suivi un sentier qui descendait vers le chemin de la Bazoche, qu'ils prirent jusqu'au chemin Saint-Jean, qui les mena à l'hôtel de ville de la Tronche. Arrivés sur les berges de l'Isère, sur le quai des Allobroges, ils avaient traversé le fleuve par le pont de Chartreuse, sur lequel ils s'arrêtèrent quelques instants pour jouir de la vue sur le mont Rachet et le Saint-Hénard. Ils longèrent la rivière sur sa rive gauche, admirant au passage les bâtiments des quais en face, au pied de la Bastille. Ils avaient parcouru une boucle de 17 kilomètres. De retour à leur appartement, ils prirent un bain ensemble pour se détendre avant une nouvelle nuit d'amour. Semaine du 14 au 18 juin 2032. Depuis le début de son dernier semestre en avril, Elena avait fait son stage de recherche en chirurgie ambulatoire et avait dû à la fois rédiger son rapport de recherche et bien avancer dans son mémoire. Et surtout, le couple avait pris une grande décision.
celle de faire un bébé pour 2033. Elena avait donc cessé sa contraception. Cependant, ni l'un ni l'autre n'était obsédé par l'idée de concevoir un enfant. Cela arriverait quand le destin en déciderait. Après les évaluations du début juin, Elena avait entamé la dernière ligne droite. Elle avait pu se concentrer sur son mémoire à finaliser. Les amoureux s'étaient accordé un court répit pour le 25e anniversaire d'Elena, le vendredi 27 mai, puis un autre un peu plus long pendant un repos d'Alex. Lors du premier, ils avaient dîné dans un restaurant de Grenoble en tête-à-tête, où Alex avait offert à son grand amour des pendants d'oreilles en diamant. En ce qui concernait le second, le week-end des 5 et 6 juin, il l'avait surtout passé en grande partie au lit. Le 14 juin, Alex était de nouveau reparti pour une semaine, cette fois à Aosa, en Ariège, pour un stage de spéléologie et de canyon. Après le soleil d'Autotavel, cette fois le groupe d'élèves allait être confronté à l'obscurité et aux embruns ariégeois. Mais heureusement, ils pouvaient jouir de l'hospitalité de l'équipe du hameau de Marc. Alpins et Pyrénéens étaient presque tous là, avec une partie des équipes d'enseignants présents lors du premier stage, ainsi que des acteurs locaux du milieu souterrain, médecins et guides appartenant à la Fédération française de spéléologie. Tous volontaires et très enthousiastes de faire découvrir au groupe les particularités de leur milieu. La vallée d'Osa offrait un territoire préservé des foules et de l'activité humaine, riche en cavités et actif facile d'accès, assez technique pour s'y entraîner avec réalisme et suffisamment abordable pour ne pas décourager les novices qui étaient nombreux. Après Tautavel et les fondamentaux, ils allaient rentrer plus en détail dans les particularités des milieux aquatiques et souterrains. Et ce second stage s'annonçait intensif. Les jeunes médecins avaient rapidement réalisé que le moindre déplacement, le geste technique le plus simple, des lésions habituellement anecdotiques, prenait un autre caractère dans ces environnements. L'eau, le froid, l'obscurité, les terrains glissants et instables compliquaient la vie des équipes de secours en herbe et ajoutaient des contraintes que la plupart ignoraient. Les conditions, changeantes et parfois difficiles pour certains groupes, obligeaient à une vigilance constante. Si la sécurité des victimes restait au centre des préoccupations, le danger existait aussi pour tous les acteurs de la chaîne de secours. La semaine s'était organisée autour d'une formation pratique de 2 jours en canyon et 2 jours en spéléologie. Chacune des formations se découpait en un apprentissage pratique en conditions réelles, consacré à la progression et à ses aspects techniques dans chaque milieu, puis une mise en application des gestes de secours et des particularités associées à chaque spécialité. Comme d'habitude, les participants avaient pu travailler différents rôles au cours des ateliers de simulation, allant du rôle de secouriste au rôle de médecin, afin de balayer de manière exhaustive tous les aspects logistiques et techniques du secours en milieu périlleux. Ils s'étaient entraînés à la progression sur corde en milieu aquatique et en spéléologie, et bien sûr à la prise en charge et l'évacuation en canyon et spéléologie avec la réalisation d'un point chaud pour maintenir la victime dans un abri isolé et chauffé. La météo avait été clémente avec les participants et, mis à part des températures élevées en début de semaine, aucune intempérie n'était venue perturber les activités de plein air. Des ateliers pratiques et des cours théoriques étaient venus émailler les fins de journée et enrichir l'échantillon d'apprentissage. Cours théoriques sur les secours en canyoning en spéléologie et sur les noyades, les traumatismes crâniens, les pathologies des raids ainsi que sur la nutrition du sportif avec des travaux pratiques sur la physiologie de l'effort. Cette semaine avait aussi connu plusieurs beaux moments collectifs. Tous se souvenaient de l'enthousiasme des caravanes souterraines, franchissant éboulis, tyroliennes et étroitures à la force de dizaines de paires de bras. Quelques leftos, parmi lesquels figurait Alex, pouvaient témoigner de l'ambiance mystique sur les sentiers de trail des crêtes embrumées cernant la vallée de Vigdessos, tandis que les plus noctambules avaient perpétué la tradition des ablutions au clair de lune dans la piscine du centre. Elena était alors en stage au bloc de pédiatrie, un stage que la jeune femme avait abordé l'esprit serein et qui la passionnait. Malgré cela, Alex lui avait cruellement manqué, et l'inverse avait été tout aussi vrai, malgré les appels quotidiens. Dimanche 11 juillet 2032. Le 2 juillet, l'étudiante Iad avait restitué son mémoire et était confiante. Il ne restait plus que 2 évaluations prévues en début septembre et la soutenance du mémoire le 12. Le couple avait fêté son premier anniversaire de mariage à Grenoble, car Elena était encore en stage. Ils étaient arrivés le 10 juillet à Ischia pour 2 semaines et devaient ensuite passer les 2 dernières semaines au Portugal, à Nazaré, pour surfer. Depuis le 21 juin,
Elena avait du retard. Elle avait acheté un test de grossesse, mais n'avait pas encore eu le temps de le faire, et l'avait emmené dans sa valise. Alex dormait encore. Elle se leva donc tout doucement et se rendit dans la salle de bain. Elle attendit le verdict, assise au bord de la baignoire. Son cœur battait la chamade quand elle reprit le test dans ses mains. Elle était bel et bien enceinte. Elle ne se sentait pas particulièrement fatiguée ni nauséeuse. Le seul signe était une légère augmentation du volume de ses seins. Elle avait envie de chanter sa joie. D'ailleurs, elle avait anticipé sa façon de l'annoncer, et pour ce faire, elle avait emmené sa guitare. Alex n'avait pas demandé pourquoi. Il s'était simplement dit que c'était pour leurs concerts habituels à Ischia. Après le test, elle était venue se blottir de nouveau contre lui et s'était finalement assoupie. Elle avait caché le test sous son oreiller. Lorsqu'elle ouvrit les yeux de nouveau, il la contemplait. La voyant éveillée, il se pencha sur elle pour l'embrasser. Un autre baiser au creux de sa gorge la fit frissonner de plaisir. Il se redressa, la regarda avec admiration et embrassa le bout de son nez et le coin de sa bouche où un sourire s'esquissait. Il la regarda de nouveau, puis posa ses lèvres sur sa bouche qu'il entr'ouvrit. Puis ses lèvres glissèrent jusqu'à la pointe de ses seins. Elle étouffa un cri, tant la bouche d'Alex déclenchait chez elle des ondes de plaisir, même à des endroits qu'il n'avait pas encore touchés. Elle commençait à haleter, gémissait sous ses caresses. Quand elle entreprit de le caresser à son tour, il gémit de plaisir, mais il voulait avant tout lui donner du plaisir à elle. Les pupilles d'Elena étaient dilatées, signe de désir intense, et les lèvres d'Alex descendirent de plus en plus bas. La jeune femme tressaillit et réprima un cri sous ses mains expertes. Il l'explora de sa langue, de ses lèvres, jusqu'à ce qu'elle le supplie de la pénétrer. Lorsqu'il fut en elle, chacun de leurs mouvements les rapprocha du paroxysme de leur plaisir. Le rythme du va-et-vient se précipita jusqu'au spasme irrépressible qui les amena à l'orgasme. Ils restèrent immobiles un long moment, reprenant leur souffle. Ce fut Elena qui se leva la première, et, surpris, Alex la vit prendre sa guitare et venir se réinstaller face à lui, nue, assise en tailleur. Et elle commença à chanter. Si je reprends tout depuis le début, pour résoudre le problème de cette équation à deux inconnus, suffit de savoir qu'ils s'aiment. Si j'ajoute à ça que le point G se trouve à l'intersection de deux corps en position allongée, tu auras la solution. C'est la somme de toi et moi qui donne le résultat. C'est de nous deux la preuve par trois qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Les dernières paroles commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Avait-il bien compris? Elena chantait toujours. Qui peut dire si c'est X ou Y? Et si tu voudras le garder? Toi qui m'aimes sans m'aimeras-tu avec cette valeur ajoutée? Cette fois, il était sûr et certain. Il allait être papa. Il avait envie de la prendre dans ses bras, mais la laissa finir. Mais son regard bleu, si expressif, disait sa joie. C'est de nous deux la preuve par trois de l'enfant que j'attends de toi. L'enfant que j'attends de toi. C'est de nous deux la preuve par trois qu'on s'aime et qu'on s'aimera.
laissa le temps de poser sa guitare sur le côté et l'attira à lui pour la serrer si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « Ah, mon amour, c'est vrai? Tu es enceinte ?»« On ne peut plus enceinte, dit-elle en attrapant le test de grossesse. Tu ne peux pas savoir combien je suis heureux. Inutile de le dire, tes yeux parlent pour toi. Et moi, je suis comblée d'avoir une partie de toi en moi. »« De combien es-tu enceinte, approximativement ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Je dirais 5 semaines. Nous avons dû concevoir ce bébé le fameux week-end que nous avons passé au lit, dit-elle en souriant au souvenir de leurs ébats torrides. « Je t'aime, mon Helena, ma magnifique femme, comme je t'aime, répétait-il en embrassant partout. J'ai hâte de voir la première échographie. Et moi donc? Nous saurons alors à peu près quand j'accoucherai. Mais ne nous emballons pas. Pour l'instant, tout va bien. Je n'ai aucune nausée. En revanche, il y a quelque chose que tu aurais peut-être fini par remarquer. Tes seins? J'avais remarqué, mais ça pouvait être un syndrome prémenstruel. En tout cas, j'aime beaucoup, répliqua-t-il en prenant un mamelon entre ses lèvres, tout en titillant l'autre entre ses doigts, ce qui fit frémir Helena. La jeune femme se laissa de nouveau emporter par son désir. Elle ne semblait pas atteinte par la baisse de libido habituellement générée par l'afflux de progestérone du premier trimestre.